Dans l'actualité ce soir, mention bien pour le guichet de financement des activités au profit des femmes et des jeunes. Le gouvernement se réjouit de la mise en œuvre de l'initiative. C'était au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Le Conseil qui a décidé également de la création d'un fonds d'assistance judiciaire. Dans ce journal, le point complet des dossiers traités ce matin. Et puis, en page élection de ce journal, les organisations de la société civile qui suivent de près les élections du 29 novembre prochain au Burkina. De l'organisation à la tenue du scrutin, rien n'est omis dans la mission des nombreux observateurs dont certains sont déjà sur le terrain. Quel constat font-ils à moins d'une semaine du scrutin? Réponse dans ce journal. L'organisation État islamique revendique l'attaque de Tunis de ce mardi. Au moins 13 personnes ont péri dans l'explosion d'un bus de la sécurité présidentielle. Un message des djihadistes qui renouvellent leur menace à la Tunisie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Note satisfaisante pour le guichet de financement des activités au profit des femmes et des jeunes. Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement se réjouit de la mise en œuvre de l'initiative. Le Conseil des ministres qui a également décidé de la création d'un fonds d'assistance judiciaire. Le point complet des dossiers traités ce matin avec Drissa Serré. Le département de l'économie et des finances a introduit au Conseil 3 dossiers. Le premier dossier est un projet de loi de règlement au titre du budget 2014. La loi des finances 2014 est arrêtée en recouvrement à 1 320 milliards de francs CFA, en dépenses à 1 442 milliards de francs CFA, avec un solde d'exécution de 33,5 milliards de francs CFA pour un déficit de 121 milliards 87 millions de francs CFA. Ce budget s'est exécuté dans un contexte relativement difficile puisqu'il y avait déjà cette crise sociopolitique en latence et que également il y a eu beaucoup de facteurs, notamment l'environnement international qui a aussi joué sur l'exécution de ce budget. Le deuxième dossier porte sur la loi des finances rectificative 2015. Compte tenu des événements survenus au cours de cette année, le gouvernement a reconsidéré les perspectives de mobilisation des recettes et du même coup a réajusté les dépenses. En troisième position, l'avant-projet de loi des finances 2016 a été introduit au Conseil. Pour le budget 2016, le gouvernement s'est basé sur les principaux piliers de la SCAD. D'un point de vue cadrage macroéconomique, nous prévoyons un taux de croissance de 5% environ pour 2016. Et il y a une légère amélioration du niveau total des dépenses ainsi que des recettes, mais avec un déficit de l'ordre de 200 milliards. Toujours dans le volet économie, il a été fait au Conseil le bilan de l'opération guichet entrepreneuriat féminin et secteur informel. Pratiquement 8 milliards 275 millions ont été mis à la disposition et des femmes et du secteur informel. Et à cette date du 15 octobre 2015, on se retrouve avec un décaissement effectif d'environ 7 milliards 500 millions. Lorsque l'entrepreneuriat féminin et le secteur informel sont boostés, cela occasionne l'éclosion d'un tissu économique favorable aux PME-PMI. Le département de l'industrie et du commerce a introduit au Conseil un avant-projet de loi d'orientation et de promotion des PME. Cet avant-projet de loi a été proposé au gouvernement pour un peu créer un cadre pour permettre à ces GPE-là d'évoluer dans un dispositif qui leur permet d'être beaucoup plus compétitifs sur le plan économique. En outre, le Conseil des ministres a adopté un avant-projet de création d'un fonds d'assistance judiciaire. C'est un fonds destiné à assister les justiciables indigents. Il aidera les personnes nécessiteuses à s'attacher les services de conseil ou à payer certains frais de dossier. La journée de la femme rurale sera célébrée cette année en différé le 18 décembre 2015 à Kongoussi dans le BAM. Le gouvernement a adopté un budget d'environ 14 millions pour soutenir l'organisation de l'événement. C'est une journée consacrée aux femmes rurales dont le rôle est primordial dans la construction de l'économie nationale. Et puis le président de la transition, Michel Kafando, reçoit une invitation pour le sommet des chefs d'État membres du Conseil de l'Entente. La rencontre au sommet aura lieu à Niamey le 15 décembre prochain. Et c'est le secrétaire exécutif de l'institution qui est venu transmettre l'invitation à Michel Kafando. Patrice Kwame en a profité pour échanger sur des questions de sécurité dans la sous-région. Le résumé de l'audience avec Ismaël Sirima.
Le sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente se tiendra le 15 décembre prochain à Niamey. Le secrétaire exécutif du Conseil est allé l'annoncer au président Kafando. Il lui a également présenté les grands points qui seront à l'ordre du jour du sommet. Ce sommet est placé sous l'égide du renforcement de la coopération entre les 5 pays. Coopération politique, coopération en matière de sécurité, coopération au développement et coopération culturelle. Ce sont ces grands dossiers-là qui seront traités par les chefs d'État et des propositions concrètes leur sont faites. Le sommet va également se pencher sur les récentes attaques terroristes. Nous sommes tous préoccupés par ce qui se passe de par le monde et bien entendu au Mali, puisque le Mali est un pays frère. Le Mali est un pays frère qui fait frontière avec le Burkina, avec le Niger. Ils sont des pays membres du Conseil de l'Entente. Et donc cette réunion des chefs d'État se tient à un moment où les problèmes de sécurité sont à l'ordre du jour. Mais avant la rencontre des présidents des 5 pays membres du Conseil de l'Entente, l'institution a déjà dépêché au Burkina Faso 5 observateurs pour suivre le déroulement des élections. Justement, on en vient donc à la page élection de ce journal. Le réseau des observateurs de la société civile africaine pour la transparence électorale suit de près les élections du 29 novembre prochain au Burkina. Le réseau a déployé déjà 230 observateurs dès le début de la campagne. Ce matin, les responsables du réseau ont marqué une halte pour un premier bilan. La campagne se déroule bien de leur avis, en dehors de quelques incidents constatés. Ismaël Sirima. Après plus de 2 semaines de campagne électorale, le réseau des observateurs de la société civile africaine interpelle les différents partis politiques à plus de retenue. Le réseau, qui aurait déployé près de 230 observateurs sur l'ensemble du territoire burkinabé, a relevé quelques débordements. Nous avons sur le terrain remarqué qu'on colle d'autres affiches sur les affiches de certains candidats, ou du moins c'est que, par exemple, quelque part dans une localité à l'entrée du Nord, nous avions peut-être remarqué lors d'un meeting d'un parti politique dont je tais le nom, peut-être, qu'on a emperché ce parti politique, alors que son meeting était autorisé par les autorités locaux de cette zone-là. On l'a emperché, on lui a dit qu'il ne peut pas faire campagne. Les responsables du réseau disent avoir tenté en vain de voir le président de la CENI pour lui faire part des manquements observés. Toutefois, ils tiennent à relever et à signaler toute irrégularité qui viendrait à être constatée. De son côté, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections CODEL va déployer 5000 observateurs sur le terrain le jour des votes. Ces hommes seront dans les 45 provinces du pays. Ils vont observer la régularité des opérations de vote, de même que le dépouillement. Ce mercredi, dans la matinée, face à la presse, la CODEL a présenté son dispositif. C'était en présence de Viviane Tiendrebego. La CODEL a installé son dispositif d'observation des élections au 4e étage d'un hôtel situé avenue Kwame Nkrumah. C'est là que les équipes vont recevoir, analyser et publier, si besoin est, les résultats des 45 provinces du pays en temps réel. Les 5000 observateurs vont être repartis en groupes d'observateurs mobiles et d'observateurs piqués sur place dans les bureaux de vote. Ils vont remonter ces résultats à une chambre technique qui, après analyse, va les envoyer à une chambre de veille. Là, les signaux seront repris et analysés et envoyés à une chambre de décision politique. Et si nous jugeons nécessaire, on va les fixer à un site web www.burkinavote.com. Cette Situation Room électorale est aujourd'hui l'expression la plus achevée de la vocation de veille citoyenne permanente exercée par la société civile. Cette plateforme complète de manière pertinente l'observation classique. La présentation du dispositif d'observation de la CODEL a eu lieu en présence des représentants de plusieurs candidats. Seule Françoise Toé était présente. C'est un complément de ce que la CENI a pris comme disposition. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas confiants et qu'on ne fasse pas confiance à ce dispositif. Moi, je me sens en tout cas rassuré par ce qui a été exposé ce matin. Ce dispositif d'observation a déjà été mis en pratique, entre autres,
au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. La CODEL a pris l'engagement de publier ses résultats après la CENI. Pour mieux observer les élections, il faut bien que ces élections se tiennent. Et dans la région du Sahel, c'est la réussite de l'organisation qui préoccupe la CENI. Une réussite qui passe par la formation des membres des 135 bureaux de vote de la commune de Dori. Surtout que le 29 novembre prochain, il s'agira d'un double scrutin. Aboubakar Sagnon. Des cours pratiques pour les membres des bureaux de vote de la commune de Dori. Les formateurs de la CENI apprennent aux agents électoraux à tenir un bureau de vote, à faire un dépouillement professionnel et à confectionner les plis des résultats. Également, nous leur montrons comment doit être le circuit, le parcours d'un électeur dans le cadre de ces élections couplées. Sans oublier qu'il faut les amener à pouvoir connaître ce qu'on appelle un bulletin nul et en cas de litige, quel comportement ils doivent avoir. La CECI, la commission électorale communale indépendante de Dori, compte 135 bureaux de vote. Selon son président, les préparatifs des scrutins sont en cours, même si quelques difficultés existent. Le seul problème actuellement, c'est le déploiement. Et on est en train de se concerter avec nos supérieurs afin qu'on puisse nous permettre de déployer nos agents sur le terrain. Pour la sécurisation du processus électoral dans le Sahel burkinabé, zone classée rouge en termes de sécurité, les forces de défense et de sécurité peaufinent leur stratégie à travers une formation qui se tient à Dori. Nous allons partager pratiquement toutes les difficultés que les éléments rencontrent sur le terrain et faire des propositions, éventuellement de sorte que ce processus électoral puisse se dérouler dans toute la quiétude. Des observateurs du système des Nations Unies et de la CEDEAO sont présents sur le terrain pour la surveillance, la transparence et la crédibilité des élections couplées. Et pour le scrutin, tous les acteurs sont unanimes de la nécessité d'élections apaisées, transparentes et sincères. Les chefs coutumiers sont des alliés sûrs pour atteindre ces objectifs. L'association Racine a entrepris une sensibilisation de ces têtes couronnées et dans la région du Nord, une cinquantaine a déjà entamé des séances de formation. Nyarkiteda. Construire le Burkina Faso avec les chefs traditionnels et coutumiers, la vision est de l'association Racine. Cela passe d'abord par les élections générales du 29 novembre et selon l'association, ce cadre vise à impliquer les garants des us et coutumes pour prêcher la paix. Les chefs ne peuvent pas être laissés en marge par rapport à la question des élections, par rapport au choix du président du Faso, par rapport au choix de nos députés. Et c'est pourquoi nous avons estimé qu'il était très bon que les chefs puissent recevoir une formation en rapport avec le code électoral, en rapport avec la prévention des conflits. La vision est noble selon les chefs coutumiers qui saluent l'initiative. Car au dit de Nabakiba, au roi d'Yatenga, ils ont toujours été appelés en pompiers alors qu'ils peuvent bien prévenir. Cette initiative, elle est bienvenue. Depuis longtemps, c'est ce que les chefs veulent. Vous voyez, les hommes politiques nous dominent chaque fois. Et or, ce n'est pas normal. Les considérer désormais, c'est d'ailleurs l'importance de la rencontre d'échange de Waïbia avec l'association Racine, soutenue dans cette démarche par PDF 2. Toute autre chose à présent, à Bobo Dioulasso, le personnel du CENO, le Centre national des œuvres universitaires, exige le respect de la part des étudiants de l'Université polytechnique de la ville. Le personnel du CENO estime qu'il travaille dans un environnement d'insécurité du fait des méthodes de revendication des étudiants. Le syndicat du personnel indexe la séquestration de certains agents le 16 septembre dernier. Pour dénoncer ces violences, ils observent un arrêt de travail de 48 heures. Sur place à Bobo Dioulasso, Karim Sissé. À l'Université polytechnique de Bobo Dioulasso, le personnel du Centre régional des œuvres universitaires observe depuis ce lundi un arrêt de travail. Un arrêt de travail pour exiger un minimum de respect de la part des étudiants. Le lundi 20 octobre, le personnel entier a été bloqué à Nassau de 7h jusqu'à 20h. C'est pourquoi nous avons initié
Donc cette manifestation de protestation contre leur méthode de revendication. Je répète qu'on n'est pas contre leur mouvement, mais nous sommes contre que nous soyons pris pour cible lors de leur manifestation. Benoît Ouattara se souvient encore des désagréments vécus lors de la séquestration. Il n'y a pas eu de blessés, sauf que par exemple à Nassau, il y avait quand même des gens il y a une qui était hypotendue, elle était obligée de se retrouver à l'hôpital. Et il y a une qui était enceinte aussi, une femme enceinte. Ils ont obligé les gens, tous les travailleurs, ceux de Senou et de l'UPB, plus eux-mêmes, ils ont marché de Nassau jusqu'à Bobo. Le personnel du Centre régional des œuvres universitaires de Bobo-Dioulasso ne souhaite plus revivre une telle situation. Mission terminée pour les OMD, pourrait-on dire. Il faut désormais composer avec les ODD les objectifs pour le développement durable. Pour le PNUD, ces ODD permettront d'achever la tâche commencée avec les OMD et pour mettre fin à la pauvreté, les inégalités et l'injustice et faire face au changement climatique d'ici à 2030. Le Rejalnou, un réseau de jeunes, informe ses membres sur la finalité de ces ODD. Omar Zombré, Ini Walkoy, Janine Kambire. Faire connaître les résolutions adoptées à la 70e Assemblée annuelle des Nations Unies pour l'atteinte du développement durable, c'est l'objectif de cette conférence de presse. Elle est organisée par l'Alliance Action 2015, qui est un regroupement du Rejalnu, de l'Action 2015 et de African Monitor. Après la mission aux Nations Unies, on a tenu à faire cette annonce pour que les gens prennent connaissance des ODD et aussi annoncer le dialogue politique que nous voudrions organiser en décembre pour pouvoir donner de l'information aux jeunes. Cette 70e Assemblée annuelle a marqué le passage des OMD, Objectifs du millénaire pour le développement, aux ODD, Objectifs pour le développement durable. Cela avec un bond aussi quantitatif que qualitatif, car de 8 objectifs pour les OMD, on est passé à 17 pour les ODD, avec un accent particulier sur la jeunesse. Il faut qu'on travaille pour réduire les écarts de pauvreté, de conditions de vie qui concernent ou bien qui impliquent les jeunes. Et là, ça passe par les politiques que nous devons mettre en œuvre. Au dire des organisateurs, si les objectifs pour le développement durable ODD sont atteints à l'horizon 2030, la pauvreté et les inégalités devront disparaître pour faire place à un monde plus juste et plus équitable. On l'a vu, les ODD n'occultent pas les changements climatiques, une réalité de notre siècle. Ils en font même un point d'honneur et proposent la résilience. Et dans la même lancée, l'ONG IDE propose des solutions innovantes pour l'adaptation à ces changements climatiques. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso est allé voir ces réponses qui sortent de l'ordinaire. Constat avec Omar Zombré et Tanga Robert Kafando. Utiliser peu d'eau et produire en quantité, quel que soit le type de sol, c'est ce que IDE, International Development Enterprise, a démontré à ses partenaires américains et autres. À travers cette visite au centre de technologie de l'ONG, l'ambassadeur Tulinabo Mushingi veut traduire son soutien à IDE qui s'investit dans la résilience face au changement climatique. Le message, c'est propager l'idée d'innovation, innovation dans tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'irrigation. Donc, innovation dans l'irrigation. Comme vous le savez, un pays comme le Burkina Faso doit vraiment prendre avantage de toutes les technologies qui existent dans ce monde pour essayer d'économiser l'eau. Dans un cadre mondial où tout le monde est en train de parler des changements climatiques, c'est de voir qu'est-ce que nous, vous, Burkinabés, ici sur place, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de faire notre partition. Présent dans plusieurs pays depuis plus de 30 ans, c'est en 2011 que cette ONG s'est installée au Burkina Faso. IDE propose ses services qui vont de la maîtrise de l'eau à l'assainissement. Au Burkina, on est surtout sur l'irrigation goutte à goutte, on est sur l'assainissement et on est sur la patate douce à soie orange. À travers ces kits d'irrigation goutte à goutte, ces pompes solaires et latrines écologiques, IDE veut apporter sa pierre dans la construction de ce grand mur contre l'avancée du désert et également contre le changement climatique. Eux aussi sont un maillon de la chaîne de résilience. Les agents des eaux et forêts travaillent au quotidien pour la préservation des ressources forestières ici au Faso.
Dans cette mission, l'inventaire forestier est impératif. Le ministère en charge de l'environnement a entrepris une formation de ses agents des 13 régions du pays sur les techniques de collecte, de traitement de l'inventaire forestier. On fait le point avec Karim Sissé. Une technique de traitement des données d'inventaire forestier. C'est la nouvelle trouvaille du ministère en charge de l'environnement. Une trouvaille pour réduire le rythme de la dégradation des ressources forestières. Lorsque vous voulez aménager un massif, il faut récolter un certain nombre d'informations. Ce sont ces informations-là qui vont guider le choix des techniques, le choix des orientations de l'aménagement. Et c'est pour cela que tout agent forestier qui doit s'occuper d'un massif forestier doit maîtriser ces techniques préliminaires. Le document est ici expliqué aux agents des eaux et forêts. Eux qui ont la mission de conduire les inventaires forestiers au Burkina. Durant donc cette session de formation, nous allons dérouler un certain nombre de thématiques, à savoir d'abord le préalable pour la réalisation d'un inventaire forestier. La seconde thématique serait en ce moment donc, les objectifs et les applications de l'inventaire forestier. Et la troisième thématique, c'est comment collecter les données, comment pré-traiter les données, comment se traiter les données. Les participants devront pouvoir mieux accompagner leur collectivité en vue d'assurer une gestion durable des ressources forestières. Le ministère de la Culture et du Tourisme renoue avec les grands prix nationaux. Le week-end dernier à Bobo-Dioulasso, 2 prix ont désigné leurs lauréats, celui de l'humour et de l'art vestimentaire. Moussa Ouedraogo, dit petit sergent, décroche le premier prix en humour et en art vestimentaire. Amidou Sissé avec son œuvre Fleurs du Faso. En dehors de la Semaine nationale de la culture qui se déroule tous les 2 ans, il n'y avait pas d'autre manifestation de grande envergure qui puisse assurer la pérennité de la production et de la promotion artistique nationale. D'où l'idée d'organiser des grands prix nationaux pour encourager les artistes. Nous sommes en train de voir au niveau du ministère de la Culture et du Tourisme qu'est-ce qui peut nous inspirer aujourd'hui pour que nos créateurs aillent de l'avant. Nous disons qu'il faut absolument qu'on s'inspire de ce que nous sommes. Et voilà notre objectif à travers les Grands Prix nationaux. En cette phase finale, l'art vestimentaire à travers un défilé de mode en façon d'Anfani a permis de découvrir 36 tenues et 19 stylistes venus des 4 coins du Burkina Faso. Un autre pan de la culture, l'humour. Il a également suscité beaucoup d'engouement chez les spectateurs et surtout les acteurs culturels. C'est un spectacle qui se base beaucoup plus sur l'actualité que nous avons ici au Burkina actuellement, à savoir les élections présidentielles qui vont se tenir très prochainement. Donc j'ai essayé de m'amuser, si je peux le dire entre guillemets, avec les logos des partis politiques et les noms que les partis politiques se sont attribués. Je pense que cela montre qu'au-delà de la culture, il y a tout un ensemble de valeurs démocratiques, civiques qu'on est en train de promouvoir donc, à travers ces activités. Pour le Grand Prix national 2015, Amidou Sissé s'adjuge du premier prix en art vestimentaire et repart avec 1 million de francs CFA et une attestation. En humour, Petit Sergent est déclaré meilleur humoriste et reçoit également 1 million de francs CFA. Images et commentaires signés Drissa Traoré et Moumouni Baro. Pour promouvoir la culture de la paix dans le sport, 25 animateurs polyvalents de la sous-région se forment à Ouagadougou. 5 jours durant, ils ont bénéficié des connaissances en techniques d'animation sportive et socio-éducative. Christelle Paris. Promouvoir la paix par le sport, telle est la mission essentielle de ces animateurs polyvalents. Regroupés à Ouagadougou sous l'égide de la CONFEJES, la conférence des ministres de jeunesse et des sports ayant le français en partage, ils bénéficieront de 3 sessions de formation pour renforcer leurs capacités en techniques socio-éducatives. Le sport en lui-même peut amener à toutes les dérives, du dopage, de la violence, du racisme, tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est vraiment l'éducateur qui en fait un outil pour accéder à des valeurs qu'on espère positives de paix, de respect et de tolérance. Les stagiaires ivoiriens, sénégalais, maliens, nigériens, béninois, togolais et burkinabés, au total 25, ont 5 jours pour s'approprier les différents modules et leur mise en pratique. C'est une activité qui répond bien sûr à un double besoin. Le besoin de formation et de donner de la qualification à nos jeunes
pour leur permettre justement d'assurer leur insertion socio-professionnelle et d'être épanouis. Et également, cette activité répond à un besoin accru en matériel et équipement sportif. Cette cérémonie d'ouverture a également servi de cadre à la CONFEJES pour annoncer son soutien à la candidature de David Cabri à la présidence de la Confédération africaine de volleyball. À l'étranger, je vous le disais en titre, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat qui a frappé mardi un bus de la sécurité présidentielle en plein cœur de Tunis. Au moins 13 personnes ont été tuées. L'auteur de l'attaque est un Tunisien. C'est bien État islamique qui est à l'origine de l'attentat qui a frappé mardi un bus de la sécurité présidentielle en plein cœur de Tunis, faisant au moins 12 morts. Selon un communiqué publié ce mercredi, le terroriste est un Tunisien identifié comme Abou Abdallah le Tunisien. Muni d'une ceinture d'explosifs, il s'est introduit dans le véhicule et s'est fait exploser. Toutes les victimes de cet attentat sont donc des agents de la garde présidentielle. Habib Essid, le Premier ministre, a appelé les Tunisiens à l'unité. Je voudrais rappeler, et je le ferai sans cesse, que le combat contre le terrorisme n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement ou des forces de sécurité ou de l'armée, c'est une responsabilité nationale. Et le peuple doit comprendre que nous sommes en danger et que nous devons faire front uni. C'est la troisième fois cette année, après l'attaque du musée du Bardo en mars et celle de Sousse en juin, que la Tunisie est frappée par le terrorisme. L'état d'urgence a été déclaré pour 30 jours. Et puis la lutte contre le terrorisme est le centre d'intérêt des parutions de ce mercredi. La revue de presse des quotidiens est signée Aimé Solange Guigma. Lutte contre le terrorisme, c'est le sujet à la manchette de la plupart des journaux de ce 25 novembre 2015. Pendant que les Occidentaux s'activent à la recherche de solutions contre le terrorisme, les Africains, eux, jouent sur l'émotion en allant faire violence sur leurs glandes lacrymales pour verser à Bamako de chaudes larmes. Écrit Le Pays. Pour ce journal, ces pleureurs qui accourent à la charogne gagneraient à s'organiser et à se mobiliser véritablement, car les larmes ne sauront triompher de la guerre contre les djihadistes qui ne sont plus au stade de la sensibilité humaine. La preuve, ce mardi 24 novembre, en plein cœur de Tunis, nous apprend l'observateur Palga, un bus transportant des éléments de la garde présidentielle est soufflé par une puissante explosion. Au moins 12 tués et de nombreux blessés. Et que dire, poursuit l'Obs, des sempiternelles exactions de Boko Haram qui continuent de s'aimer mort et désolation au Nigeria, au Tchad et au Cameroun. Aujourd'hui, Faso espère que de la tournée de Hollande, surtout à Washington, viendront les solutions, ou plutôt une partie des solutions, contre cet ennemi mondial. Car, note ce journal, il ne passe plus un jour sans que le monde ne soit attristé par des actes terroristes. À ce sujet, le quotidien appelle les Burkinabés à la vigilance. Car, dit-il, rappelons-nous toujours qu'en matière de terrorisme, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il invite donc chaque citoyen à signaler aux autorités compétentes tout signe suspect. C'est par cette vigilance de chaque instant que l'on mettra hors d'état de nuire tous les ennemis du Burkina. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.